Privation sensorielle et perception psychique, voilà le sujet que je vais aborder maintenant dans le cadre de cet enregistrement. Donc, la surcharge de perception sensorielle, d'émotion, de réflexion, c'est ce qui peut empêcher l'émergence et la captation de perceptions psychiques, aussi de capter avec clarté la vibration qui peut provenir de notre esprit. Donc, c'est sûr que si on est bombardé de perceptions sensorielles, donc les différents sens, que ce soit le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, ça peut créer des tensions qui nous empêchent de percevoir avec clarté le sixième sens, c'est-à-dire l'intuition, ce qui peut provenir de notre sensibilité, de notre esprit. Donc, le fait que l'être humain s'est développé beaucoup en fonction des sciences physiques, a tourné son attention vers ces derniers au fil du temps, notamment par rapport à l'émergence de la science de type matérialiste, fait en sorte que ça peut masquer les perceptions psychiques. C'est sûr que d'être exposé comme le fait notre société qui nous bombarde de stimuli de toutes sortes, ça peut nous empêcher d'avoir accès à des perceptions psychiques à l'intérieur de nous-mêmes puis d'y porter attention. Bref, l'abondance de perceptions sensorielles auxquelles on est exposé en vie en société, ça peut participer à couper le contact qu'on a avec notre esprit, notre source, notre intériorité. Dans notre société, là, présentement, il y a de plus en plus de stimulation visuelle auditive. On le voit à plusieurs égards. Par exemple, la grosseur des écrans de télévision augmente, la résolution pour qu'on voit plus de détails, plus de pixels. Donc, c'est sûr qu'il y a un développement pour qu'on ait accès de plus en plus à des perceptions visuelles de haute qualité, de haute définition. Même chose par rapport aux perceptions auditives. Donc, c'est sûr qu'il y a d'ailleurs dans la société, souvent dans les grandes villes, de la pollution, que ce soit visuelle par rapport à, par exemple, à des publicités un peu partout, auditive par rapport à des sons de véhicules automobiles de plus en plus présents, et ainsi de suite. Sinon, par rapport aux médias, on n'a qu'à penser aux téléséries, téléromans, etc. Donc, il y a de plus en plus de rebondissements là, avec des plans d'images de plus en plus nombreux. Même chose par rapport aux bulletins de nouvelles. Il y a de moins en moins de plans statiques. On cherche constamment à nous stimuler. C'est sûr que c'est très stimulant d'écouter une émission de télévision, puis il y a plein de plans, puis ça va vite, puis ça n'arrête pas avec de la musique. Sinon, il y a de la stimulation qui provient de la société aussi en relation avec l'industrie alimentaire. Industrielle qui va concevoir, concocter des goûts de plus en plus exacerbés, de sucré, des goûts également là, de salé, des goûts aussi gras, pour avoir de plus en plus notre attention sensorielle par rapport au sens du goût. Au niveau technologique, eh bien, c'est sûr qu'avec les médias sociaux, il y a des gens qui reçoivent constamment des notifications, comme par exemple venant de Facebook, de YouTube, à toute heure de la journée. C'est sûr que dans un contexte de mondialisation, eh bien, il y a des gens, par exemple, partout dans le monde qui vont écouter des vidéos et envoyer des messages à toute heure de la journée. Donc, c'est sûr que pendant qu'il est nuit, par exemple, au Québec, eh bien, il peut être jour ailleurs dans le monde, ce qui fait qu'il y a des gens qui reçoivent 24 heures sur 24 des messages, des gens d'un peu partout. La musique aussi est de plus en plus présente en société. Donc, que ce soit, par exemple, dans les ascenseurs, les salles d'attente, chez le dentiste, le médecin, les toilettes. Donc, la musique est de plus en plus présente partout, comme si les gens avaient peur du vide de perception sensorielle, comme s'ils avaient peur de voir qu'est-ce qu'ils pourraient y rencontrer s'il n'y a pas tout le temps du bruit extérieur ou des stimulations sensorielles qui occupent leur intellect, leur mental. Donc, la privation sensorielle permet d'amplifier les perceptions extrasensorielles, pardon. C'est un mouvement qui est contraire à celui de la société présentement, où ce que les façons de stimuler les sens des gens pour toujours aller capter de plus en plus rapidement leur attention sont mobilisées.
Donc, ça, c'est le contraire, c'est-à-dire se priver au niveau sensoriel d'une manière volontaire pour être à l'écoute de voir qu'est-ce qui émerge en soi. Donc, quelqu'un peut vivre ça en fermant les yeux, en prenant des respirations calmement, en faisant de la méditation, en étant présente à elle-même. Donc, c'est sûr que plus que la personne s'ouvre à des éléments en elle, et plus qui peuvent émerger, donc des pensées, donc les choses que ça peut dire intérieurement, donc elle peut percevoir son esprit, des entités également lui communiquer des informations, et plus simultanément qu'elle doit faire preuve de discernement en proportion, en le but de ne pas être victime de ses perceptions là, naturellement. Là. Parce qu'il faut être capable de composer intelligemment avec les perceptions extrasensorielles dans l'optique qu'elles soient un atout, quelque chose d'utile pour nous plutôt qu'une nuisance, car elles peuvent être à double tranchant. C'est-à-dire que la privation sensorielle, qui nous rend propice à percevoir des perceptions psychiques, peut permettre de canaliser des idées créatives venant de l'esprit, mais simultanément peut donner l'espace pour percevoir des entités astrales qui vont nous bombarder de pensées qui peuvent, si on réagit à ces dernières, nous rendre anxieux, angoissés, voire même dépressifs. Donc, il y a toutes sortes de pensées qu'on peut recevoir à l'intérieur de nous, un peu comme quelqu'un qui écoute de la radio, d'où l'importance des fois de changer de canal, donc de mettre fin à un contact avec une certaine force qui nous achemine un certain type de pensée pour se brancher à quelque chose de plus créatif. Donc, c'est sûr que l'ouverture aux perceptions extrasensorielles, et ça ne coûte rien. Hein. Vous pouvez vous asseoir calmement sur un divan, fermer les yeux, vous détendre, respirer à un rythme ralenti pour vous rendre en état de disponibilité à votre intériorité. Puis là, vous pouvez regarder qu'est-ce qui émerge en vous. Ça peut être autant de l'esprit, mais ça peut être aussi de l'envahissement astral, d'où l'importance de faire preuve de discernement. Donc, c'est sûr qu'en passant, concernant la société présentement, puis ses développements technologiques nombreux, fait qu'on est de plus en plus bombardé de stimulation sensorielle. Puis c'est sûr que ça va être sans doute en augmentant, notamment par rapport au développement des technologies connectées au réseau Internet. Bien, c'est sûr que tout ça fait en sorte que les gens sont de plus en plus en relation avec Internet. D'ailleurs, il y a des gens qui reçoivent, comme je le disais tantôt, des messages 24 heures sur 24 d'Internet, mais sont-ils simultanément sensibles aux messages qu'ils peuvent recevoir à l'intérieur d'eux, 24 heures sur 24, qui peuvent provenir de leur esprit? Donc, c'est sûr que, comme pour ce qui est d'Internet, la personne peut, à un moment donné, se reposer et n'est pas obligée d'être en état de disponibilité et de réceptivité continuelle, parce qu'à un moment donné, ça peut être envahissant, là, naturellement, là. Mais le point, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être présentement très branchés sur Internet et peu sur eux-mêmes. Donc, il peut y avoir un déséquilibre si l'attention de la personne est strictement tournée, centrée vers l'extérieur d'elle-même plutôt que son intériorité. Et c'est sûr qu'il est possible qu'il y ait des gens qui soient tellement branchés sur les technologies qui peuvent être moins à leur source. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est des gens qui vivent beaucoup à l'extérieur d'eux-mêmes, mais peu en fonction de leur intériorité. Ce qui fait en sorte qu'ils ne bénéficieront pas de la richesse des perceptions extrasensorielles auxquelles ils peuvent avoir accès ou qui sont présentes, mais qui ne voient pas parce qu'ils ne sont pas attentifs, parce que ces dernières sont masquées sous le bruit de perceptions sensorielles extrêmement intenses, comme par exemple quelqu'un qui va dans un bar, dans un lieu avec de la musique forte, avec des arcades, des jeux vidéo qui sont très forts sur le plan sensoriel. C'est sûr que ça devient plus difficile d'être présent à son intériorité. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'après tout, la personne peut s'intérioriser à n'importe quel endroit dans le monde, sauf qu'il y a des lieux qui sont plus propices à ça, comme par exemple à être un endroit dans le silence, dans le cadre d'une activité de retraite méditative. Donc, c'est sûr que par rapport à la question, par exemple, de ce qu'on peut tirer de la privation sensorielle,
Donc, puis les capacités psychiques qui s'y rapportent, eh bien, ça peut être intéressant de constater que, par exemple, la télépathie fonctionne, puis la télépathie est favorisée par la privation sensorielle. En relation avec ça, il existe des données scientifiques. C'est sûr que j'aime régulièrement, au fil de mes capsules, citer l'ouvrage qui s'intitule Les pouvoirs de la conscience de Mario Beauregard, qui est un Québécois. Donc, c'est un livre qu'il a écrit. Lui, c'est un docteur en neurosciences. Mario Beauregard, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait allusion à beaucoup de recherches scientifiques, notamment par rapport aux capacités de la conscience, dont la télépathie. Je vais, dans les prochaines minutes, faire allusion à certains passages de son livre que j'ai beaucoup apprécié, qu'il a écrit il y a quelques années, donc Les pouvoirs de la conscience. En page 142, il est question que le psy opère habituellement comme un signal faible, qui est habituellement étouffé par des signaux plus forts liés à nos sens ordinaires et qui nous bombardent en permanence. Les Védas affirment qu'une pratique soutenue de méditation peut mener au développement de diverses facultés psy. Cette affirmation suggère que lorsque le bruit mental diminue, il devient plus facile de détecter l'information psy. Donc, je ferme les guillemets. Je viens de lire à l'instant un passage de son livre en page 142. En page 144 et 145 de ce dernier, il nous présente des résultats probants d'expériences scientifiques de la télépathie issus de plusieurs recherches avec une personne, donc un émetteur, qui envoie mentalement à distance une image en pensée à une autre personne, récepteur, se retrouvant dans une position de privation sensorielle, soit l'expérimentation de la télépathie, s'appuyant sur la méthode Ganzfeld. Cette expérience repose sur l'hypothèse, j'ouvre les guillemets, qu'avec un blocage de la stimulation sensorielle ordinaire, la possibilité de perception des impressions subtiles serait grandement renforcée. Donc, je les ferme, c'est en page 142. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, il fait allusion à plusieurs expériences et en vient la conclusion que ces résultats ne seraient pas liés au hasard, que dans le fond, il y a des gens à distance qui seraient capables de, par exemple, détecter dans l'expérience, il était question de 4 images différentes. Donc, c'est sûr que statistiquement parlant, la personne, par rapport à l'émetteur, elle regarde une des 4 images, elle va viser à transmettre ce qu'elle perçoit mentalement à la personne qui est réceptrice. Et c'est sûr que, dans le fond, la personne réceptrice a une chance, statistiquement parlant, de 25% d'avoir la bonne image. Alors que dans le cas de cette recherche, eh bien, le taux de succès fut de 37%, c'est ce qui est marqué. Et ce qui est indiqué aussi, c'est que la probabilité pour que ces résultats soient dus au hasard était de 1 chance sur 45 000. Parce que c'est sûr que les gens, par rapport à ça, vont dire « Ah, ben, c'est sans doute lié au hasard que la personne réceptrice a pu identifier la bonne image que la personne émettrice a voulu lui transmettre par distance, par télépathie. » Mais là, si ça dépasse donc 25% pour obtenir un résultat de 37% de réussite, ça témoigne que quelque part, ça fonctionne. Et il a été question aussi en page 145, puis je trouve ça intéressant, que lorsqu'on teste des populations spéciales telles que des artistes, des taux de succès plus élevés sont mesurés. Par exemple, 47%. Donc là, c'est quasiment 50% de résultats. C'est-à-dire par rapport à cette expérience-là. Donc, ça augmente le taux de bonnes réponses. Et puis, c'est sûr que l'hypothèse que je fais par rapport à ça, c'est que généralement, les gens de type artistique sont plus tournés vers l'imagination, la créativité, l'intériorisation. Parce qu'après tout, quelqu'un qui est de type artistique a besoin d'espace, a besoin de vide pour laisser émerger à travers lui une œuvre créative. Donc, c'est sûr que les artistes étant souvent plus intuitifs, réceptifs,
peut-être que ce type de population-là vont être plus ouverts à leur sensibilité que d'autres personnes qui sont plus terre-à-terre. Donc, voilà le point. Donc, c'est sûr que par rapport à l'importance des privations sensorielles, bien, ça peut favoriser, donc, comme on peut le voir, l'expression de la télépathie, parce que ces expériences auxquelles que je fais allusion, ça a été des expériences où les gens qui étaient en émission là, d'une pensée, se rapportant à une image sur 4 différentes, étaient dans un état de privation sensorielle. Comme explication scientifique par rapport à ce type de phénomène, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le livre de Mario Beauregard, en page 154. Donc, j'ouvre les guillemets. Il est écrit ceci. Donc, je vais en faire la lecture et bien entendu commenter par la suite. Donc, il est marqué « La physique classique décrit l'univers comme étant composé exclusivement de particules discrètes et localisées et d'objets mutuellement isolés. Mais la physique moderne, quantique, entre parenthèses, a montré que l'univers est fondamentalement non local. Les particules et les objets physiques qui nous paraissent isolés et séparés sont en fait profondément interconnectés, quelle que soit la distance entre eux. Le chercheur Dean Radin a proposé que les phénomènes psy pourraient être des expériences subjectives résultant de cette non-localité, puisque nous sommes bâtis à partir de la même étoffe que le reste de l'univers. Radin entrevoit la possibilité que la fabrique fondamentale de la réalité connecte tout, les particules, les organismes, mais les esprits et les cerveaux. Cela implique que tout l'univers ne serait qu'un seul système quantique. Cela expliquerait aussi pourquoi nous sommes capables ici et maintenant d'acquérir des informations sur l'esprit d'autres personnes ou sur des événements distants, et pourquoi nos esprits peuvent influencer à distance les esprits d'autres personnes, des systèmes physiques ou des organismes biologiques. Donc, j'arrête la lecture, c'est en page 154. Donc, c'est intéressant. Donc, l'explication qu'on donne, c'est que finalement, de par la physique quantique qui est utilisée actuellement, à la différence de la physique classique, eh bien, on part du principe que tout est interconnecté. Donc, c'est pourquoi nous pouvons acquérir de l'information sur des gens à distance, on peut influencer à distance les esprits des personnes, des systèmes physiques et même biologiques. Donc, en relation avec cela, bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être utilisées dans le sens que, par exemple, le fait de bénir quelque chose, en s'appuyant sur cette compréhension de la réalité, peut avoir un impact. Donc, si on bénit notre corps physique, on bénit certains événements, bon, on peut exercer une certaine influence, parce que tout est interrelié. Donc, chaque élément qui participe à un système peut influencer le système, l'ensemble de ce dernier. Et si on a influencé les choses, pourquoi pas les influencer à son avantage? Parce que si on laisse le soin aux autres de le faire, ben peut-être que ce ne sera pas nécessairement à notre avantage. Sinon, ben, je poursuis en relation avec les perceptions extrasensorielles dans le fond, la privation sensorielle, dans un autre ordre d'idée, parce que là, je voulais commencer quand même avec quelque chose de scientifique qui va justifier la pertinence. Ce que j'ai fait en citant Mario Beauregard, là, je vais aller sur une note autre, c'est-à-dire qu'il y a une télésérie qui est extrêmement populaire présentement sur Netflix. Elle s'intitule Stranger Things. Donc, il y a 3 saisons qui ont été produites à l'heure actuelle, puis au fil des mois, ça demeure quand même extrêmement populaire. J'ai écouté cette série. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent présentement, eh bien, je peux leur mentionner que ça peut être intéressant d'écouter notamment la première saison, s'y rapportant, où l'une des personnages principales, 11, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise un bandeau qu'elle va mettre sur ses yeux pour connaître une privation sensorielle pour accéder
à des perceptions extrasensorielles ou elle va également aller dans un réservoir d'isolation avec de l'eau. Par rapport à ça, ben, ça la rend disponible à accéder à des perceptions extrasensorielles. On la voit dans un immense bassin, dans une espèce de laboratoire secret dans le cadre de la première saison. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça existe pour le vrai, ce type de caisson-là. J'ai été sur Wikipédia. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver le lien là, en bas de l'enregistrement présent. Il est écrit ceci. Un caisson d'isolation sensorielle ou caisson de privation sensorielle est une sorte de cocon clos dans lequel on s'allonge pour flotter dans une solution de sulfate de magnésium, sel d'Epsom, à la température du corps. Aucun stimulus extérieur ne vient solliciter les sens, pas de lumière, pas de son, et une disparition de la sensation de pesanteur. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, il est mentionné qu'on peut méditer, observer sa respiration, ses pensées, on peut réciter des phrases positives, on peut utiliser des méditations guidées, des visualisations, des programmes d'auto-hypnose pour arrêter de fumer, par exemple, des programmes pédagogiques, etc. Le principe de la flottation active repose sur le fait que lorsque le corps est complètement détendu, l'esprit devient beaucoup plus réceptif aux informations extérieures qui s'inscrivent dans le subconscient. On parle d'hypersuggestibilité. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que lorsque la personne est dans le cocon à connaître une privation sensorielle, ben là, elle est plus disponible par rapport à certaines choses. Dans le texte, c'était question d'informations extérieures, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça peut être utilisé pour que la personne fasse de l'auto-hypnose puis elle se reprogramme, puis elle est plus présente à ce qu'elle fait. Ben, c'est logique, hein? Si la personne n'est pas distraite par l'observation de la neige, par exemple, qui tombe à l'extérieur de son domicile, elle n'est pas distraite par le bruit du chien qui se met à courir dans son logement, les autos, etc. Puis toute son attention est centrée sur la suggestion hypnotique qu'elle veut introduire dans son esprit. Ça fait que sans doute que ça risque d'être plus efficace parce qu'elle risque d'être plus présente à cela. Ou elle peut être présente aussi à percevoir des choses, des perceptions extrasensorielles, psychiques, donc en n'étant pas distrait par la perception des sens. Et c'est sûr que c'est intéressant que de voir dans une télésérie de science-fiction le concept du caisson d'isolation apparaître, donc dans la télésérie Stranger Things sur Netflix. Sinon, ben, en lien avec ça, ben, il y a des gens qui ont fait au fil du temps des expériences avec le caisson d'isolation sensorielle. Donc, c'est sûr qu'une personne, sans nécessairement s'acheter le caisson, peut tout simplement aller prendre un bain chaud et aller s'y immerger, un bain avec une grande quantité d'eau, puis de fermer les yeux. L'une des visualisations qui peut être faite, c'est que la personne s'installe dans un état de calme, dans un bain chaud, elle ferme les yeux, elle se détend, puis là, elle regarde qu'est-ce qui émerge à l'intérieur d'elle, ça peut lui parler à l'intérieur d'elle, etc. Donc, elle se met en position de disponibilité. Sinon, par rapport à la question des perceptions psychiques et de la privation extrasensorielle, je connais personnellement un individu, en fait, que c'est un médium. Il a développé des grandes capacités de perception psychique. Et ce qui est intéressant de voir dans son cas, c'est son cheminement personnel qui l'a amené à être là. Et c'est sûr que qu'est-ce qui donne des résultats, c'est pas nécessairement ce qui est le plus agréable ou moralement souhaitable au niveau éthique. Parce que dans le cas de ce médium que je connais, en fait, lui, dans son enfance, il a été souvent mis en punition là, dans une cave, à la noirceur, quand il était tout jeune. Donc, vu de la privation sensorielle malgré lui, il était amené dans une cave noire, mais en même temps, ça l'a amené à s'intérioriser puis à développer une grande capacité de perception psychique par la suite.
Donc, c'est sûr que je dirais pas aux parents là, de faire ça avec leurs enfants, là, d'aller les mettre en pénitence dans une cave noire. Là. Faut pas être cruel, mais le problème, ce que j'ai observé dans la vie, c'est qu'il y a des choses qui donnent des résultats, mais sur le plan éthique ou moral, c'est pas nécessairement ce qui est souhaitable. Dans le sens que dans son cas, le fait que il a aussi vécu une enfance difficile, une forme de négligence parentale. Il y avait, dans le fond, un contexte de vie difficile. Puis, il se retrouvait souvent à vivre de la solitude dans un endroit isolé. Ça a donné comme résultat que par la suite, il a développé des grandes capacités médiumniques. Puis, il peut effectuer aujourd'hui un certain travail à partir de ça. Mais le coût humain à payer est extrêmement élevé parce qu'il y a de la souffrance derrière ça. Au même titre qu'à un moment donné, j'avais discuté avec une personne, puis la personne, dans le fond, elle m'a dit là, qu'en quelques mois, elle avait maigri d'au-dessus d'une centaine de livres. Donc, c'est une très grande quantité quand même. Et là, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour atteindre ce résultat. Et en réalité, c'est tout simplement qu'elle a vécu une dépression importante suite à une rupture amoureuse. Elle était en relation avec un homme depuis plusieurs années et puis elle croyait que la maison était au nom d'elle et de son ancien conjoint. Son ancien conjoint lui avait dit ça et elle l'avait cru. Sauf que le problème, c'est que c'était pas réel, puis elle n'avait pas vérifié les papiers. Fait qu'une fois que son ancien conjoint s'est séparé, elle s'attendait d'avoir une part de la maison, mais vu qu'il n'y avait aucun papier par rapport à ça, elle n'a rien eu. Elle a vécu une grande dépression, puis là, elle a maigri beaucoup. Fait que c'est pas nécessairement souhaitable, mais ça donnait un très bon résultat pour maigrir. Tu sais, c'est sûr que, dans le fond, souvent les gens veulent une méthode pour atteindre un résultat sous le contrôle de leur ego, comme par exemple faire un régime alimentaire. Là, présentement, il est souvent question dans les médias du régime cétogène qui permettrait, par exemple, de connaître un amaigrissement spectaculaire en modifiant l'alimentation de cette façon. Aujourd'hui, je n'aborderai pas ça en détail, c'est pas l'objet de l'enregistrement, mais tout simplement pour vous dire que des fois, les gens, d'une certaine façon, avec leur ego, veulent avoir des résultats, puis des fois, les gens font des régimes, puis les résultats sont plus ou moins bons, tandis que la personne qui vit un choc de vie intense, ça se peut qu'elle ait un résultat incroyable. Par contre, le coût humain est extrêmement lourd. Là. La personne a beaucoup souffert pour en venir à ce résultat-là. Même chose pour le développement des capacités psychiques, parce que souvent, c'est à travers des chocs de vie que les gens vont connaître le développement de perceptions extra-sensorielles. Là. Donc, sinon, en fait, en relation avec la science, ce qui est intéressant, ça va dans la lignée du principe qu'à travers la privation sensorielle, ça peut favoriser les perceptions psychiques, c'est qu'il y a un article qui a été publié sur le site Internet de Radio-Canada. Donc, vous allez avoir le lien là, naturellement en bas de l'enregistrement présent. Il a été diffusé le 12 octobre 2017 et s'intitule « Fermer les yeux pour mieux cerner les émotions des autres ». Donc, je vais en lire quelques passages dans les prochaines minutes. La meilleure façon de connaître avec précision l'état émotif de quelqu'un est de fermer les yeux et de l'écouter, affirment des psychologues de l'Université Yale aux États-Unis. Les travaux du PR, Michael Cross et de ses collègues montrent que les gens qui écoutent les autres sans les regarder parviennent mieux à cerner les émotions de leur interlocuteur que ceux qui les regardent. Dans leurs travaux, les chercheurs décrivent 5 séries d'expérimentations menées auprès de plus de 1800 participants à travers les États-Unis. Dans ces expérimentations, les individus qui écoutaient sans observer étaient davantage capables, en moyenne, d'identifier correctement les expériences vécues par les autres. Seule exception, lorsque les participants écoutaient des voix informatisées, celles-ci entraînaient davantage de mauvaises interprétations dans tous les cas. Ce que nous disent ces résultats, c'est que les gens accordent trop d'attention au visage et que la voix
contient toute l'information nécessaire à la perception avec précision des états émotionnels des autres. Deux raisons pour expliquer cette réalité, selon les auteurs de ces travaux, publiés dans la revue American Psychology. L'humain a développé plus de stratégies pour masquer les expressions faciales liées à ses émotions. La présence de plusieurs informations sonores et faciales peut confondre l'analyse et baisser le niveau de précision de l'interprétation. En d'autres mots, s'engager dans des tâches complexes simultanément, c'est-à-dire regarder et écouter, nuit à la performance d'une personne dans les deux tâches. Donc, je complète la lecture. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, cet article que j'ai lu il y a quelques années sur le site web de Radio-Canada. Et je suis d'accord avec ça. Donc, c'est sûr que, par exemple, dans mon expérience personnelle, lorsque je ferme les yeux, ça me permet de mieux porter mon attention sur, par exemple, la voix d'un interlocuteur que j'entends. Dans le cadre d'entrevues que je fais avec certains invités, d'ailleurs, je vais fermer les yeux pour me concentrer sur le timbre de sa voix. Et en plus de la perception des émotions qu'on peut avoir avec des autres en se privant de la perception sensorielle, visuelle, eh bien, on peut percevoir non seulement les émotions qui proviennent des autres personnes dans leur voix, leur timbre de voix, mais aussi leur vibration. On peut voir si c'est une vibration astrale, une vibration aussi qui provient du plan mental. Et on peut percevoir des choses d'une manière plus subtile que si on a les yeux ouverts, on perçoit le visuel, on perçoit des choses avec différents sens simultanément. Sinon, ben, c'est sûr que comme technique pour m'intérioriser, lorsque je produis de la canalisation dans le cadre d'enregistrement, je vais souvent fermer les yeux pour me rendre davantage disponible à la présence de l'esprit en moi pour être capable de communiquer les choses d'une manière plus intuitive. Donc, être dans un état plus grand de disponibilité intérieure par rapport à ce que je peux capter sur le plan psychique. Sinon, en relation avec ça, ça m'a fait penser, cet article-là, à une femme médium que j'avais rencontrée il y a plusieurs années. En fait, elle a fait de la consultation. Donc, elle ne voit pas avec les yeux physiques, mais de ce que j'avais compris, c'est qu'elle apporte davantage d'importance à ce qu'elle capte en percevant la voix de la personne pour percevoir sa réalité. D'ailleurs, les gens aussi qui connaissent une privation d'un sens, des fois vont développer davantage d'autres perceptions sensorielles pour compenser. Puis c'est intéressant à voir comme phénomène, c'est-à-dire qu'on accorde moins d'importance à quelque chose, ben on ne peut pas y accorder de l'importance parce qu'on en est privé, puis on accorde plus à d'autres choses. Puis dans son cas, cette personne-là qui était non-voyante, elle avait développé certaines capacités psychiques pour faire de la consultation avec des personnes. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Puis c'est dans la même lignée là, que le propos de l'article dont j'ai fait la lecture de certains extraits là, dans les dernières secondes. C'est sûr qu'en lien avec la privation sensorielle, il y a différentes expériences qui peuvent être vécues. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, pourrait connaître un rite initiatique dans lequel il passerait 3 jours seul, enfermé, dans une pyramide en Égypte. Et au bout des 3 jours, la porte s'ouvrirait de la pyramide. Et là, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que dans les 3 jours, la personne a sombré dans un état de déchéance psychique ou au contraire, la personne est cohérente après avoir passé du temps dans un lieu où elle est privée de contact avec d'autres êtres humains, où elle est seule, elle connaît un certain niveau élevé de privation sensorielle, parce que l'être humain peut, dans une certaine mesure, être son meilleur ami et simultanément être son pire ennemi, parce que l'espace de la privation sensorielle, si elle est comblée par exemple, un bombardement de pensées anxieuses, dépressives, angoissantes, ben, la personne peut s'enliser dans un état émotionnel et son état, sa santé psychique peut se dégrader, sa santé mentale. Donc, si la personne n'est pas capable de mettre fin à des contacts qu'elle a avec certaines entités astrales, si elle n'est pas consciente de l'occulte, eh bien, elle peut se faire envahir par l'occulte et devenir son pire ennemi dans le sens de se rendre disponible à des pensées, puis à les prendre personnelles, puis à les réfléchir, puis à les accentuer, les amplifier.
ces pensées-là en réagissant notamment émotionnellement, ce qui les renforce, et ainsi de suite. Donc, elle peut s'enliser là-dedans, ou au contraire, la personne est privée de perception sensorielle et elle laisse émerger à l'intérieur d'elle-même son esprit, puis elle devient créative. Puis dans un état comme ça, il y a une œuvre intéressante qui émerge, que ce soit un roman, de la poésie, de composer de la musique qu'elle reçoit psychiquement. Ça peut être aussi des inventions sur le plan technologique, donc différentes choses. Donc ça peut être à double tranchant, comme je le mentionnais précédemment. C'est sûr que l'un des bons moyens qu'une personne qui veut être en contact avec son intériorité peut prendre, c'est sûr que d'aller en Égypte, aller dans une pyramide, c'est un petit peu loin, surtout pour les gens qui m'écoutent en Occident, que ce soit au Québec ou en Europe, pour la plupart. Non, vous pouvez tout simplement décider de, comme l'avait suggéré un conférencier que j'avais été voir à un moment donné, de passer une fin de semaine seul chez soi, tout simplement. La personne, au lieu d'aller courir à droite, à gauche, avec des activités avec des amis, des membres de la famille, aller au cinéma, aller faire l'épicerie, non. La personne décide, à la place, de prendre du temps pour elle-même. Et c'est pas obligé de durer une fin de semaine au complet, là. Ça peut être une journée de ressourcement. Puis la personne, à ce moment-là, elle sera disponible pour qu'est-ce qui doit émerger, émerge. Puis des fois, c'est pas agréable parce qu'après tout, beaucoup d'êtres humains vont faire du déni de leur réalité intérieure à travers les activités multiples qui la nourrissent sur le plan sensoriel. Donc, autrement dit, la personne qui nourrit à jouer continuellement à des jeux vidéo, à envoyer continuellement des messages textos, parce qu'elle reçoit d'autres messages et que ça la stimule, elle se nourrit de ce type de sensations-là. Ça peut servir à garder à distance certaines souffrances intérieures, certaines choses qu'elle ne veut pas voir d'elle-même. Puis là, lorsque la personne vit du vide, elle est confrontée à ça. Donc, si la personne elle se sent coupable par rapport à quelque chose, elle doit s'équilibrer par rapport à ça, mettre de l'ordre dans sa psyché. Donc, s'il y a des choses qu'elle ne veut pas voir, ça se peut qu'elle soit confrontée à ça, dans le sens que sa petite voix intérieurement, quand que la personne vit du vide, ça dit relaxe un peu, arrête de courir, tu devrais faire le ménage de ta chambre. Ça peut être des choses très pratiques qui peuvent émerger. Donc, il y a des choses que souvent les êtres humains ne veulent pas voir, puis comme ils sont occupés puis bombardés sur le plan sensoriel, ça permet de garder ces choses-là à distance. Mais si la personne, pour une raison X, est forcée de confronter à ça, ça peut créer à ce moment-là des états de perturbation psychique, dans le sens que si on pense par exemple au cas d'une personne qui vit la privation sensorielle, que c'est pas voulu de sa part, que c'est imposé, à ce moment-là, la personne peut vivre des crises. Si on pense par exemple à un prisonnier qui est envoyé au trou, c'est-à-dire un lieu de privation sensorielle dans une cellule petite à la noirceur, la personne est confrontée à elle-même. Là. Elle peut être dans un espace d'isolement. C'est sûr que par rapport à la privation sensorielle, il est question, entre autres, sur Wikipédia, que la privation sensorielle est une méthode de thérapie et peut être utilisée en tant que torture psychologique. En fait, c'est marqué ici, mise au point par la CIA vers 1951-54 à partir d'expériences qu'elle avait financées en 1951 et faites par le neuropsychologue Donald Hebb sur des étudiants volontaires de l'université McGill à Montréal. Cette torture a été utilisée par la CIA, notamment au camp de Guantanamo, où des prisonniers sont incarcérés en privation sensorielle durant de longues périodes. Donc, c'est sûr que c'est intéressant lorsqu'on fait l'étude de la privation sensorielle qu'on voit que ça peut être utilisé comme moyen de faire casser, littéralement, psychiquement, psychologiquement des prisonniers pour les amener à parler. Donc, c'est une forme de méthode de torture pour amener les prisonniers à faire des aveux, dévoiler des choses, puis faire casser leur résistance, faire baisser leur niveau de volonté oppositionnelle à dévoiler des choses. Donc, la privation sensorielle, il peut y avoir plusieurs usages, comme vous pouvez le voir. C'est pas juste quelqu'un qui va faire ça pour des raisons d'autothérapie, pour être plus en contact avec son intériorité.
Ça peut servir aussi d'arme de guerre. Mais c'est sûr qu'en ce qui me concerne, des fois, je vais vivre dans ma vie d'une manière volontaire des états de privation sensorielle pour me donner de l'espace, pour laisser émerger mon intériorité. Puis c'est sûr que dans ma façon de vivre aussi, bon, des fois, je vais rencontrer des gens, on va parler, ça va aller rapidement, surtout si je suis en contact avec des personnes de type verbomotrice. Mais j'ai besoin aussi d'espace pour être en contact avec moi-même. Parce que si je suis en contact avec des gens, puis simultanément, je ne suis pas en contact avec moi-même, tôt ou tard, ça crée un état de déséquilibre. Puis pour me rééquilibrer, ben, ça me prend du vide. Donc, vivre dans un espace avec des moments où je suis seul pour me recharger, me ressourcer, me redynamiser en fonction de ma vibration. Donc, c'est sûr que l'état de privation sensorielle, ça peut donner un espace pour que le nouveau puisse émerger dans notre vie. Puis ça peut favoriser un état d'ouverture au changement. Donc des choses, des insights, des choses qui proviennent de l'intérieur qui vont nous amener sur des nouvelles pistes. C'est ça, ça peut être intéressant. C'est sûr que dans des situations de vide sensoriel, cela peut servir en fait à nous mettre en contact avec nous-mêmes puis aller au-delà des apparences des choses pour aller plus loin dans la compréhension du réel. Puis de se construire psychiquement à un autre niveau, c'est-à-dire avec des perceptions autres que seulement celles sensorielles auxquelles on peut développer une conscience plus intellectuelle ou psychologique. Donc le développement de la conscience psychique, en ce qui me concerne, dans ma compréhension, s'appuie sur la capacité de connaître des perceptions extrasensorielles. Donc voilà l'enregistrement qui avait attrait à ce sujet. C'est sûr que j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.